Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et j'en suis tout à fait heureuse et j'espère que vous aussi. En tout cas, ça n'a échappé à personne. Il vient de se dérouler en Égypte une nouvelle réunion mondiale concernant le climat et ce fameux réchauffement climatique. Pas sûr que ça change grand-chose, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, il y a eu autant d'espoir que de déception. Et c'est vrai que les questions écologiques provoquent de plus en plus d'anxiété et c'est avec mon invité Jean-Benoît Dumontex que nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi ça provoque autant d'anxiété, au point qu'on parle maintenant d'éco-anxiété. Je crois que ce terme, tout le monde peut le comprendre. On pourra également revenir sur ce lien si essentiel entre l'humain et la nature. D'ailleurs, les chiffres sont là. De plus en plus de gens en France désirent quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne, à tel point que la moindre petite bicoque éloignée d'une grande ville se vend presque dans la journée. En tout cas, venez nous dire si vous êtes anxieux ou si au contraire vous faites confiance à l'humanité qui va trouver des solutions. On va bientôt être 8 milliards sur la planète. Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que c'est ça le plus grand problème à résoudre? Venez en tout cas nous parler de votre amour pour la nature. Et puis pour ça, bien sûr, vous composez le 0826 300 300. Bonjour Jean-Benoît Dumontex. Bonjour Brigitte et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors j'adore la synchronicité et vous m'aviez demandé de faire une émission sur l'éco-anxiété. Oui. Et donc on avait calé une date et comme par hasard, ça tombe juste après, je crois que c'est terminé, COP27. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils sont calés sur notre émission. Ah oui, je pense. Vous avez raison, ça ils doit se sont être dit, c'est bien, ils vont pouvoir en parler juste après ou pendant. Donc, on les remercie. Merci à eux. Bon, alors oui, le bilan, toujours pareil, beaucoup de discussions et puis finalement pas beaucoup peu d'actions. Et puis ce qu'on se disait hors antenne, on y va en jet privé, donc c'est vrai que ça donne un exemple qu'on a envie je sais pas moi, d'admirer. Alors qu'on nous demande effectivement de mettre des pulls pour avoir moins froid, puisqu'il va falloir chauffer moins. Tout va bien. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. En même temps, on sait que suivant les pays, il n'y a pas tout à fait le même taux de pollution. On critique certains pays. Le pays le plus pollueur, c'est les États-Unis. Oui, apparemment, oui. Nous, en France, finalement, on représente même pas 1%. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous fait chier? On peut le dire comme ça. On est tous d'accord, je crois. Bon, en même temps, vous voulez parler d'éco-anxiété, c'est un terme nouveau, depuis peu de temps. Oui, ça a quelques années. C'est juste avant le Covid, en fait. Donc évidemment, ça a précipité les inquiétudes. Et puis on a vu surtout que lorsque on ne prenait plus l'avion et qu'on ne se déplaçait plus, la nature revenait à un état. Vous vous souvenez, je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait eu des dauphins à Venise. Enfin, il y avait des trucs incroyables et on se disait, mais comment ça se fait? C'est parce qu'il n'y avait plus d'activité humaine et qu'on n'était plus en train de polluer ou d'embêter les animaux finalement. Et il semblerait que c'est surtout le bruit qui fait que les animaux s'éloignent de nous. Voilà, mais le bruit est une pollution. En fait. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, alors comme on parlait d'un monde d'après et puis qu'on a du mal à voir le monde d'après, il ressemble quand même beaucoup au monde d'avant en pire. Vous voulez dire après le Covid, après le confinement. Oui, après le confinement. Donc voilà, l'éco-anxiété grimpe et moi je vois de plus en plus de jeunes, notamment, c'est principalement les jeunes en fait, les 20-30 ans qui sont complètement déboussolés, extrêmement anxieux et qui demandent conseil parce qu'ils comprennent pas l'état dans lequel ils sont maintenant. Et c'est vrai que dès qu'on ouvre les infos, dès qu'on écoute un petit peu, il y a toujours des catastrophes. Il y a des feux, il y a des déforestations, il y a la pollution, il y a des problèmes climatiques, il y a bref, on va pas faire la liste. Mais ce qui plonge finalement les gens dans une grande angoisse, dans une grande anxiété. Et le problème de l'éco-anxiété, c'est que c'est, disons, relié à un sentiment d'impuissance majeure. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut agir à l'échelle individuelle sur ce problème qui est collectif et qui est mondial, et c'est le problème de tous. Donc voilà. Alors en même temps, on peut tout à fait comprendre que l'angoisse de l'avenir provoque de l'anxiété. Oui. Alors ça, c'est normal.
On est d'accord. Ça, c'est normal. L'anxiété, c'est ce qu'on appelle un processus adaptatif. Et c'est plutôt bon signe d'être anxieux. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'on s'y prépare, qu'on essaie de conscientiser un petit peu ce qui se passe et d'essayer de trouver des armes ou des manières de s'adapter. Donc ça, c'est OK, l'anxiété. Mais quand ça devient pathologique, hein, c'est-à-dire quand vraiment on a des crises d'angoisse chaque fois qu'on allume la télé parce qu'il y a une catastrophe, là, ça devient handicapant. Voilà. Et donc là, on peut vraiment parler d'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des conséquences à la fois sur l'état émotionnel, sur le stress et aussi sur les relations interpersonnelles, parce qu'il y a de plus en plus de débats entre ceux qui pensent qu'il y a un problème et ceux qui s'en foutent. Et ces deux catégories-là ne s'entendent plus. Donc elles sont en conflit permanent. C'était un peu comme à l'époque du vaccin, où il y avait les anti-vax et les exactement etc. Pareil. Et ça, je peux bien comprendre, parce qu'en fait, quand on est dans des questions de croyance et d'anxiété, il y a plus de dialogue possible. C'est ça, c'est plus rationnel. Il y a ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Voilà, exactement. Et évidemment, on est toujours du côté de ceux qui ont raison. Oui. C'est les autres qui ont tort. Alors moi, j'ai essayé d'un peu de réfléchir à cette éco-anxiété. Alors d'abord, je me suis dit, mais quand même, quand on y réfléchit bien, si on se projette un siècle en arrière, si on se projette donc en 1922, sincèrement, le monde allait pas vraiment bien. Ah non. On peut dire qu'on sortait d'une guerre terrible. Il y avait eu la grippe espagnole, bien pire que la Covid. Et ce qui nous attendait, c'était franchement... C'était pas top. Hein. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais ça peut guère être pire. Oui. Ou alors on n'est plus là et puis il n'y a plus personne sur la planète et la planète sera enfin sauvée. Donc vous voyez, je trouve que il me semble, donc en réfléchissant bien sur un plan tout à fait rationnel, et je crois que tout le monde peut entendre ça, ça veut bien dire que ce qui pose problème actuellement, à mon avis, et qui provoque autant d'anxiété, c'est le manque de sens. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est tout à fait ça. Eh ben oui, c'est peut-être intéressant qu'on en parle pendant 2 heures et qu'on sache qu'il y a 2 choses qui nous donnent du sens, l'amour et la spiritualité. Et oui, absolument. Je suis bien d'accord, et je serais tout à fait curieux de savoir comment les auditeurs et les auditrices font avec cette éco-anxiété, parce qu'il y a forcément des stratégies qui sont développées par chacun. Alors moi j'ai des pistes, parce que j'ai un petit peu étudié le dossier. Effectivement, il y a la première chose, c'est d'être en réaction et de chercher absolument à faire quelque chose, voyez, mais c'est vide de sens. C'est-à-dire que voilà, on va combattre, on pense pas le truc, on fonce, ça va mal, etc. Il y a une espèce d'agressivité comme ça. Bon, ok. Une autre tactique, ce serait quand même effectivement de se poser et de réfléchir au sens que ça a déjà et au sens que nous, on peut donner dans un combat. C'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut, à notre petite échelle, de façon sensée, c'est-à-dire pas vide de sens, pouvoir apporter notre petit eau au moulin pour que quelque chose de mieux puisse se préparer. Et là, au moins pour nous et ceux qui nous entourent. Oui. Parce qu'après tout, j'aime bien cette formule, il faut déjà balayer dans sa porte. Mais bien sûr, voilà. Et donc c'est vrai qu'à toute petite échelle, si tout le monde peut faire ça, peut-être que quelque chose se passera. Effectivement, et peut-être que ça sera mieux. Et puis... il ne faut pas oublier aussi une chose importante, on va être 8 milliards sur la planète, ce qui est quand même un chiffre énorme. Certains sociologues prévoient une diminution dans les 20 ans qui viennent, parce qu'il y a de moins en moins de femmes qui ont envie d'avoir des enfants, etc. Et en même temps, moi je trouve que par exemple à la COP, je ne sais pas combien, 27, il aurait peut-être été intéressant de travailler aussi sur la question de la contraception pour les femmes dans le monde entier, parce que je suis sûre, et j'ai eu des chiffres sur une étude qui avait été faite il y a 2 ans, il y a pratiquement 200 millions qui naissent par an non désirés. Si toutes les femmes avaient accès à la contraception, on réglerait peut-être déjà le problème de la surpopulation, parce que c'est quand même un des éléments clés du problème de la planète. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, on voit bien que c'est pas que des forêts qui brûlent, c'est-à-dire qu'il y a un manque de sens global sur la manière dont on est gouverné ou dont la société est pensée, et évidemment c'est différent suivant les pays, et il y a des pays qui sont vraiment pas, on n'a pas envie
envie d'y vivre, hein, parce on n'en est pas où on est en France, par exemple. Hein. On se rend compte quand même qu'en France, on a beaucoup de choses. On a des médicaments, on a l'avortement pour l'instant, et on va croiser les doigts. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont a priori ok, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, effectivement. Voilà, mais je ne sais pas. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a des tas de choses qui ne peuvent pas se faire à l'échelle mondiale, et donc il faut en effet déjà voir les choses à travers son prisme avec un peu plus comment dirais-je, de bon sens. C'est pas, et ça calmerait un peu l'anxiété. Maintenant, en même temps, l'anxiété, vous êtes psychanalyste, vous savez mieux que moi que quelque chose qui est assez subjectif. Hein. Oui, c'est subjectif, c'est flou, c'est mouvant, et c'est aussi un outil. Je veux dire, rendre l'autre anxieux, c'est un outil pour l'avoir à sa merci. Donc il y a d'autres choses qui sont mises en place aussi. Hein, être anxieux, être anxieux ou anxieuse aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse à ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas penser à autre chose? Est-ce qu'on n'est pas, quand on est éco-anxieux, victime d'autre chose que vraiment d'un problème écologique? Mais est-ce que ça pourrait pas aussi être... enfin, je veux dire, certaines personnes sont de toute façon anxieuses, elles auraient été de toute façon anxieuses, et puis elles ont trouvé sur quoi mettre leur anxiété? Ben voilà, l'anxiété, de toute façon, ça se balade et on la fixe sur ce qui passe. Hein. Donc en général, voilà, ça change tous les jours et il y a toujours un truc pour être anxieux. Bon, après, il y a l'anxiété plus globale et qu'on peut entendre et plus souterraine, qui est effectivement quid de demain, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Et ben on va en parler avec vous, bien sûr. Dans un instant, c'est Baptiste qui va prendre la parole et qui est écologique depuis 10 ans, je crois, et qui va nous donner son avis. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Benoît Dumontex. Nous évoquons aujourd'hui l'éco-anxiété et on va essayer tout au long de ces 2 heures de trouver des solutions pour que justement vous puissiez être un peu moins inquiet de l'avenir qui nous attend. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Jean-Benoît Dumontex. Bonjour Jean-Benoît. Merci Baptiste de l'appeler par son prénom. Ils aiment bien mes invités qu'on les appelle par leur prénom aussi. C'est plus sympa. On a l'impression d'être comme ça tous les trois à échanger. Oui, autour d'une table. Bon, Baptiste, vous êtes écologiste depuis une dizaine d'années, hein, c'est ça? Oui, alors pas au sens politique du terme, mais au sens citoyen du terme. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années quand même qu'on ressent assez facilement qu'il y a un problème, qu'il y a une urgence et que ce serait bien qu'on commence à agir pour de bon. Et alors justement, comment est-ce que vous y êtes pris, vous? C'est quoi agir pour vous? En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'on sent bien dans la situation que les petits gestes et donc la technique du colibri va pas suffire. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que s'il n'y a pas cette prise de conscience individuelle et si on n'essaye pas tous de faire des efforts pour être une solution à la situation, il n'y a rien qui va s'enclencher. En fait, on sait très bien que les gens qui nous dirigent et en l'occurrence, je pense plutôt même les entreprises qui dirigent ce monde ne feront rien tant qu'elles n'y seront pas poussées par leurs clients et par leurs usagers. Voilà. Donc moi, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est alors évidemment c'est un peu plus facile puisque j'habite en région parisienne, mais c'est de me déplacer exclusivement en transport en commun et en vélo. Voilà, quand c'est possible, c'est-à-dire 100% du temps dans ma vie quotidienne, et il y a juste pour les vacances que parfois on peut faire éventuellement des petites exceptions et prendre une voiture. C'est d'essayer d'économiser l'énergie, c'est d'essayer d'aller acheter à manger dans les circuits courts, aller à la ferme. Enfin voilà, c'est plein de petits gestes comme ça qui ont l'air de rien. Mais vous savez, je crois qu'il y a une chose qui est importante. C'est déjà de se dire que de toute façon, on n'est pas dans la toute-puissance et que c'est pas nous, tout seuls, individuellement, qui pouvons changer le monde. Mais si vous faites votre part et que vous avez la conscience pour vous, déjà, c'est quelque chose qui doit vous enlever de l'anxiété, j'imagine. Oui, et surtout... en fait, c'est pas un concours. C'est-à-dire que c'est pas celui qui sera le plus écolo et le plus responsable, mais
il y a quand même, moi je le vois dans mon entourage, et c'est un truc que j'ai commencé à faire parce que je travaille dans une boîte où beaucoup de gens sont végétariens ou véganes, et on sait que, en l'occurrence, un des leviers qu'on doit activer, c'est la consommation de viande qu'on peut avoir. Et j'ai la chance de bosser avec des collègues qui sont pas du tout dans la culpabilisation ou quoi que ce soit, mais qui en gros par des discussions et par des échanges ont fait que en fait je me suis rendu compte que j'avais réduit moi-même ma consommation de viande, parce que c'est tout con, mais c'est qu'en fait quand le midi vous avez tous vos collègues qui vont acheter à manger dans des endroits où les produits sont de qualité et sans viande, bah en fait si vous voulez manger avec eux, vous vous y mettez aussi. Et du coup, bah, je me rends compte que je mange plus de viande le midi. Voilà. Et que le soir, c'est même plus tous les soirs. Voilà. Donc, et ça, c'est un vrai mécanisme qui est vertueux et qui est intéressant. C'est que on a tendance à dire parfois les écologistes, là je parle plutôt des écologistes politiques, ont le défaut de culpabiliser les gens. Je pense qu'il faut cette dose de culpabilisation parce que c'est un levier qui marche sur l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais que par exemple, j'ai arrêté de manger du veau et de l'agneau, enfin j'ai arrêté de manger des bébés. Parce que en fait un jour on m'a mis devant une vidéo et j'ai trouvé ça atroce et je me suis dit bah tiens, le petit geste que je peux faire moi, c'est de plus consommer ce genre de viande. Voilà. Et la culpabilisation, ça marche. Bien sûr, mais c'est aussi une évolution d'une culture. Hein. Il y a des tas de choses qui ont marqué les esprits et qui font qu'aujourd'hui ça paraît en effet. Mais vous voyez par exemple, je pense que il y a de plus en plus d'usines d'élevage de poules en batterie qui pondaient des œufs dans des conditions atroces, qui sont en train de fermer parce que justement les gens ne l'achètent plus. Et donc vous avez raison, sur le plan individuel, on peut faire bouger les choses parce que si tout le monde par exemple essayait d'acheter français, ça serait quand même aussi, ça ferait bouger aussi les choses. Et c'est vrai que de plus en plus, certaines marques font la pub en disant c'est fabriqué en France. Donc on voit bien les mentalités changent. Vous avez raison, Baptiste. Oui, et en plus, il faut sortir un petit peu du discours qu'on entend souvent, malheureusement, et qui est un discours qui est destiné juste à décourager tout le monde de faire des efforts, qui est de dire la France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre, et en fait, tant que la Chine et l'Inde ne font rien, ça sert à rien. Alors déjà, ce discours-là, il est terrible, parce que d'abord, il n'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai que la Chine ne fait rien. En termes d'amélioration de la qualité de l'air, sur les 5-10 dernières années, la Chine progresse plus que nous. Voilà. Donc ça, c'est un fait concret, et ils sont toujours beaucoup plus nombreux que nous. Et surtout, les émissions de gaz à effet de serre, il faut les voir sur les 70 dernières années. J'entends bien, Baptiste, mais je crois qu'il faut aussi... Vous parliez de la culpabilité, je suis d'accord avec vous. L'être humain, très facilement, on peut prendre ce levier-là pour le faire changer, ça, je suis d'accord. Mais il y a une autre chose, je trouve. On ne fait pas changer l'être humain en le privant et en le frustrant. On le fera changer en valorisant. Et moi, je pense que l'avenir de l'humanité va plutôt venir de nouvelles inventions que d'un retour à l'âge de pierre. Mais alors ça, Brigitte, c'est très sensé ce que vous dites, parce que c'est vrai. Quand on fait des études d'opinion, les gens effectivement disent que c'est pas en les privant et bon. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très pertinent. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on dit ça. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on dit c'est par l'innovation et c'est par la technique. Oui, mais il y a 40 ans, on s'en foutait de l'écologie. Sincèrement, moi j'étais écologiste grâce à mon frère, donc ça fait peut-être pas de 40, mais au moins 30 ans. Mais pas écologiste comme certains que j'entends là, hein. Mais comme vous peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Benoît, la question de la frustration et de... Il y a quand même un changement de société. Enfin, je veux dire, moi, je pense à mes grands-parents, par exemple, qui sont nés dans les années 20, qui ont connu la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Pour eux, la consommation de viande, c'était obligatoire parce qu'ils n'avaient pas pu manger pendant des années comme ils l'avaient voulu, et que donc il y avait une consommation de viande mais c'était même pas discutable. Il y avait de la viande tous les jours, à tous les repas. Hein, bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette culture-là, on n'est plus dans ces conséquences-là. Donc il y a quelque chose qui change effectivement. Mais il faut remettre les choses à leur place. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas aujourd'hui comme on était il y a un siècle. Hein. Mmh. Ça bouge. Ça bouge. Soyons optimistes donc, Baptiste. Oui, parce que de toute façon,
enfin, moi, pour le coup, je vote écolo et je partage pas les discours sur le fait que les écolos veulent nous priver, nous faire revenir à l'âge de pierre, les amiches, etc. Machin. Ça, je trouve que c'est un peu outrancier. Et, ouais, c'est un peu outrancier. Et du coup, bah, comme c'est de l'outrage, il n'y a pas besoin de s'y arrêter beaucoup. Les dernières polémiques sur les écolos, on en a fait des caisses, ce qui prouve que ce filon politique, entre guillemets, ou cette ligne politique a de l'importance. Mais le Tour de France, je me souviens très bien, puisqu'il se trouve que je suis un grand fan, tout en étant écologiste, je suis un grand fan du Tour de France. Le Tour de France, les propos du maire de Lyon, ils étaient quand même très simples et quand même incontestables. Moi, j'ai bossé dans la caravane publicitaire du Tour de France il y a une quinzaine d'années. C'était Bagdad en termes de rejet des déchets, en termes de cadeaux publicitaires, en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. On demande juste, en fait, qu'il y ait une prise de conscience. Voilà, c'est tout. C'est pas méchant. La polémique sur le sapin de Noël à Bordeaux, c'était pareil. Alors, on en a fait un truc. Les écolos veulent plus qu'on abatte des arbres. En réalité, je rappelle quand même que le maire de la ville avait justifié ça en expliquant qu'en sortie de période de Covid, il préférait utiliser les 100 000 € qui avaient été budgétés pour le sapin de Noël pour les redistribuer aux commerçants de la ville qui avaient été impactés pendant le Covid. Bien sûr. Mais ça, c'est aussi la société médiatique actuelle où c'est toujours blanc ou noir et à l'extrême. Merci en tout cas, Baptiste, d'avoir démarré ce sujet avec nous. On fait une petite pause, Jean-Benoît Dumontex, et on retrouve notre Flore chérie. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Flore chérie, en tout cas, on vient de redécouvrir le clitoris. On n'arrête pas. On n'arrête pas de l'étudier et de le redécouvrir, oui, ce clitoris. Alors, plutôt bonne nouvelle, en effet. Et comme il est question d'écologie dans votre émission, aujourd'hui, j'ai cherché des passerelles entre le clito et le climat. Alors, il y en a plein. On n'arrête pas. On se rappelle, par exemple, de cette pancarte qui avait fait le buzz il y a quelques années en manifestation. Bouffe mon clito, pas le climat. Pendue aux mains d'une jeune femme manifestement célibataire depuis un petit moment. Et puis pendant longtemps, nous avons été non pas climato-sceptiques, mais clito-sceptiques. C'est-à-dire que nous avons nié l'importance du clitoris dans le réchauffement érotique, clairement, avec en tête de file du mouvement des clito-sceptiques, Freud, bien sûr, le célèbre psychanalyste du début du XXe siècle, pour qui l'orgasme clitoridien est à bannir pour toute femme qui se respecte et pour qui le clitoris serait une version atrophiée et ridicule du sacro-saint pénis. Bon voilà, en un siècle, on a fait du chemin, on est sorti un peu du corps caverneux de l'ignorance et non seulement on a redécouvert la forme du clitoris en faisant l'échographie qui ressemble plus à un aigle avec un petit bec et des lourdes ailes en bas qu'à une mini chipot, mais on en étudie de plus en plus sa consistance et son utilité. Par exemple, le clito pourrait peut-être avoir un rôle dans la reproduction. Ce sont en tout cas les travaux récents d'il y a quelques années du scientifique Roy Levin qui vont en ce sens, en démontrant qu'en modifiant le pH et qu'en aidant au ballonnement vaginal, l'orgasme et le plaisir pourraient faciliter le passage des spermatozoïdes. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça a quelques années, c'est pas ça ma news. Mais voilà, ça rentrait en tout cas dans les dernières découvertes. Et il y a moins d'un mois, une équipe de chercheurs de l'université de l'Oregon a compté avec un peu plus de précision que ce que l'on avait pu faire précédemment le nombre de terminaisons nerveuses dans le clitoris. Souvent, le chiffre qui était communément donné était celui de 8000 terminaisons nerveuses. Eh bien, il y en aurait plus de 10 000, soit un clito 25% plus sensible que ce que l'on imaginait. À titre de comparaison, dans la main, qui est aussi un organe très sensible et qui est quand même bien plus gros qu'un clito, il y aurait 18 000 fibres nerveuses. Donc c'est une petite main, un clito. Les résultats restent encore à être... Enfin, pour écrire, c'est pas très pratique. Hein. C'est vrai que ça écrit pas très bien. En tout cas, si vous masturbez, ça fait 18 000 plus 10 000 fibres nerveuses. Ça fait beaucoup de fibres nerveuses qui travaillent en même temps. Ces résultats restent encore à être confirmés par d'autres pairs, mais cette nouvelle fait déjà le buzz dans la communauté scientifique. Elle pourrait notamment aider à la reconstitution génitale en cas de mutilation. D'excision, exactement. Car oui, le clito, comme le climat, il souffre parfois de dégradation humaine à certains endroits du globe. Enfin, la dégradation, c'est un symptôme visible, car c'est toujours la bêtise humaine qui en est la principale criminelle. Et la culture, hein, parce que encore une fois, c'est culturel, hein, cette histoire d'excision. Et je précise d'ailleurs que c'est en Égypte, un des pays où il y a le plus de femmes excisées, on l'ignore. Il y a pratiquement 85% des femmes qui sont excisées en Égypte. Alors, je ne sais pas s'ils en ont parlé à la COP 27, mais
par exemple, c'est quand même intéressant, hein, comme quoi. Mais je reviens quand même juste parce que je suis avec un psychanalyste, hein, donc c'est pour ça. D'abord, le pauvre Freud, à cette époque-là, on peut lui penser qu'il a quand même fait avancer aussi la sexualité, même si parfois il avait des idées qui n'étaient pas forcément celles d'aujourd'hui. Mais remettons encore une fois les choses dans leur contexte, n'est-ce pas? Et puis deuxième chose, et là je fais vraiment appel aux psychanalystes, je pense que quand une femme a de la jouissance, c'est pas surprenant qu'elle tombe plus facilement enceinte. C'est peut-être pas simplement une question de plaisir, c'est peut-être aussi parce que psychiquement, c'est quelque chose qui fait qu'elle est ouverte à cet homme qui la pénètre et qui donc peut lui faire un enfant, non? Oui, tout à fait. Il y a peut-être une notion comme ça qu'il faut pas oublier. Il y a le désir à ce moment-là de ne faire qu'un et donc peut-être de faire un petit un, plus un avec l'autre, effectivement. Oui. Mais c'est certain que ça doit faciliter. Il n'y a aucune raison qu'on trouve autre chose comme résultat. Oui, et puis au-delà de la découverte du clitoris, ce qu'on découvre aussi beaucoup, c'est l'interaction gamétique, c'est-à-dire comment ça se passe la discussion entre un spermatozoïde et une ovule. Et là, il y a vraiment de plus en plus d'études qui montrent qu'en fonction de la façon dont la flagelle se passe sur le spermatozoïde, de la bonne enzyme qu'il y a sur l'ovule, l'interaction se fait ou se fait pas. Et ça, c'est des découvertes aussi qui sont très récentes. Parce qu'on a de plus en plus d'outils pour aller dans ce détail-là, en fait. Oui, et puis LPH qui joue un rôle par rapport à certains spermatozoïdes, etc. Enfin, de toute façon, on sait très bien qu'il y a des femmes qui ont été considérées plus ou moins comme infertiles, et puis avec un autre homme, elles arrivent à être enceintes. Enfin, de toute façon, c'est un mystère, et moi, je trouve que c'est pas si mal que ça reste un mystère. Et quoi qu'on découvre, je pense que ça restera de toute façon quelque chose de pas totalement rationnel. Il me semble. Enfin, je sais pas. Oui, il y a toujours des choses qui nous échapperont. Enfin, j'espère quand même, parce que ça serait un peu embêtant. Mais il y a de toute façon, à mon avis, un rôle essentiel de l'état émotionnel et de cette chimie, de cette alchimie qui peut se passer entre deux êtres. Donc voilà, et ça c'est un truc, à mon avis, on va mettre du temps à comprendre vraiment ce qui se passe. Et puis on sait que l'infertilité, aussi bien masculine que féminine, peut-être plus féminine encore, elle est souvent due parce que la femme n'est pas prête, quoi, tout simplement, à accueillir. Oui, ou qu'il n'y a pas un désir là, c'est peut-être pas conscient, mais il n'y a pas un désir forcément d'avoir un enfant là avec cet homme-là, par exemple. Merci en tout cas Fleur Chérie, et puis je rappelle qu'on peut vous retrouver notamment sur union.fr et puis également sur mysuitefantasy.com, et puis si vous n'y avez pas encore été, essayez ce bar à fantasmes, le Suite Paradise à Paris dans le 2e. On continue avec Yannick qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors première question, pour être un peu en rapport avec le sujet du jour, est-ce que vous aimez faire l'amour dans la nature? Oui. Alors, alors moi, plutôt en bord d'eau, bord de mer ou en bord de lac. D'accord, c'est l'eau qui vous inspire. Je ne sais pas si l'eau m'inspire, mais je trouve ça plus agréable. J'imagine, oui, que c'est l'eau qui vous inspire. Sinon, vous auriez choisi que la mer pour le sable, ou parce que là, vous me dites au bord d'un lac. Au bord d'un lac, c'est pas du tout pareil qu'au bord d'une mer. Moi, j'ai avantage, j'habite dans le sud, et en fait, il n'y a pas des lacs, il y a des étangs, mais c'est pareil, des étangs et la mer, on a le choix. D'accord. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un désir pour quelqu'un de votre sexe? Un désir, pas forcément. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, ça a été jusqu'au bout ou juste un désir? Ça a été, moi, c'est déjà arrivé que ça soit jusqu'au bout, mais après, avec certaines personnes, ça a été juste un désir parce que la personne n'était pas forcément bisexuelle. D'accord. Mais donc vous êtes, c'est bien, vous avez une liberté d'orientation sexuelle tout à fait, semble-t-il, naturelle, parce que ça, vous avez répondu de manière très naturelle. J'estime que de toute façon, on peut avoir les plaisirs des deux côtés, donc pourquoi pas en profiter, quoi. Oui. Vous avez bonne manière de voir les choses. Oui. Tout à fait, absolument. Et dernière question. Quel rapport vous avez avec le préservatif, justement, puisqu'on parle d'écologie? Alors moi, j'ai pas de rapport négatif avec le préservatif. C'est vrai que, comme beaucoup de gens, je préfère faire sans. Oui. Mais pour une question de protection, non, j'ai pas de problème avec le préservatif. Donc vous savez l'utiliser comme il faut, et puis vous le jetez pas dans la nature. Non, je le jette pas dans la nature. Par contre, ça peut arriver qu'effectivement, le préservatif finisse par couper la sensation. Certaines préservatifs, voilà.
Oui. Mais c'est marrant parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Pourtant, toutes les pubs nous disent que c'est très fin, que c'est très ci, c'est très ça. Mais bon, c'est surtout pour les hommes, évidemment, que ça change. Ça dépend des préservatifs. Il y a quand même beaucoup de progrès là aussi qui ont été faits, des préservatifs de plus en plus fins et de plus en plus solides, enfin on l'espère, et qui donnent des sensations qui n'existaient pas, je pense, il y a 15 ans. C'était quand même beaucoup plus épais, enfin c'était plus laborieux quand même. Eh bien, vous pouvez poser une question à Jean-Benoît Dumontec si vous écoutez Yannick. Alors moi, c'est une question d'écologie, parce que bon, c'est bien dans l'air du temps. Moi, je voulais parler à propos du papier toilette. Parce que, je veux dire, on est beaucoup à l'utiliser. Finalement, avant, on avait des bidets. Et je voulais savoir si finalement, le papier toilette, c'est pas un peu une hérésie, c'est pas finalement quelque chose d'anti-écologique, parce que ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup de papier pour le fabriquer, alors que finalement, l'équivalent d'un bidet ou autre serait quand même beaucoup plus, écologique, et au niveau hygiène. Alors, c'est une question qui dépasse ma compétence, mais je vais vous faire une réponse quand même. Dans les faits, j'entends ce que vous dites, qu'effectivement, il y a des intermédiaires qui donnent l'idée que c'est plus polluant, c'est d'accord. Et il y a des cultures qui, effectivement, n'utilisent que le bidet et pas le papier toilette aujourd'hui. Ok. Je pense que il y a quelque chose dans le rapport de la main aux matières fécales qui pose problème dans la culture et qu'il faut un interface, on pourrait dire. De toute façon, on ne va pas aller dans un bidet pour mettre nos matières fécales. Non. Ça me paraît... Non. Mais bon, on peut se nettoyer qu'avec la main et de l'eau. Oui. C'est possible, voilà. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose là, alors il faudrait creuser, et c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui pose question sur le rapport qu'on a au... Mais vous parliez peut-être que de l'urine, non Yannick ? Non, mais parce que même dans les matières fécales, par exemple, vous prenez les WC dits japonais, finalement vous avez un jet avec une certaine pression qui vous nettoie, et finalement vous allez utiliser qu'une seule feuille de papier juste pour sécher finalement. Et là vous n'avez pas de contact directement avec... le contact avec la main forcément avec les matières fécales ou avec les fesses sales, puisque c'est le jet qui va nettoyer et la feuille à la fin sert juste à sécher. Mais du coup il y a une consommation beaucoup moins importante de feuilles de papier par exemple. Il faudrait se renseigner. Je suis presque persuadé qu'il y a déjà eu des études là-dessus. Il faudrait qu'on regarde un petit peu, mais je pense que ça dépend des cultures. De toute façon on n'a qu'à moins manger, on fera moins caca. Et puis on n'a qu'à faire caca dans la nature et se servir de la nature. Voilà. Oui, voilà. À Paris, ça va être difficile. Oh, il y a bien des parcs. Bon, enfin voilà. Donc c'est l'élément de réponse que je peux vous donner, qui est pas folichon, mais j'ai pas plus d'éléments que ça. C'est intéressant quand même votre question, Yannick, parce que ça montre quand même qu'il y a des tas de questions qui se posent à tous les niveaux, finalement. Oui. C'est vrai, polluer, ça passe par tous les moments. Oui. Et donc ça vous paraît être une bonne stratégie pour être écolo, Yannick ? Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on a éliminées, que ce soit dans l'écologie, dans la nature, et maintenant on fait machine arrière, parce qu'on s'aperçoit que finalement c'était peut-être pas si bête que ça. Je prends l'exemple, par exemple, les haies dans les champs et tout ça, qui permettent d'avoir une biodiversité et d'utiliser moins de pesticides. Ça, il les faut absolument, oui. Et oui, mais on les a éliminés pendant des années, puis maintenant on les replante. Donc avant, il y avait des bidets pour se nettoyer. Bon, maintenant, il y a les WC japonais, les petits jets et tout ça. Et je m'aperçois que la consommation de papier, c'est quand même assez énorme. Et c'est une industrie qui utilise beaucoup d'eau, beaucoup de papier. Donc finalement, c'est une industrie assez polluante et dont on parle peu, Bon, écoutez, on est ouvert à tout aujourd'hui. Si vous avez envie de donner votre avis sur un plan... Peut-être que quelqu'un sait, oui, pourquoi pas, les auditeurs. Pourquoi pas, n'hésitez pas en tout cas à réagir au 0826 300 300. On parle vrai et on parle de tout sur ce radio. Absolument. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Jean-Benoît Dumontaix que nous évoquons aujourd'hui l'éco-anxiété et nous avons maintenant Laurent qui nous a rejoint. Je précise, Jean-Benoît, que vous êtes également spécialiste de l'addiction, toutes les addictions et notamment l'addiction sexuelle. Si on veut réagir là-dessus, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus d'addictions et c'est peut-être, il y a peut-être un rapport de cause à effet. Ah, il peut tout à fait y avoir un rapport de cause à effet. Plus on est plus on est anxieux et plus on cherche à décharger et peut-être plus on peut tomber dans une addiction. Absolument. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, merci Laurent d'être avec nous. Alors vous aussi, vous avez constaté de plus en plus de pathologies dues à l'avenir de la planète ? Oui, bien sûr. Déjà dans mon travail, je suis thérapeute et là c'est incontestable en fait. Il y a une peur de l'avenir, surtout sur les plus jeunes qui sont le plus impactés. Où avant ils étaient juste dans se projeter dans sa vie, grandir, devenir vraiment ce qu'on appelle un adulte, pour ensuite fonder une famille, acheter une maison, etc. C'était l'ancien modèle. Ensuite, nous avons été frappés par le coronavirus, où là on s'est rendu compte que, et ça c'est ce que j'entends le plus souvent, j'avais oublié que j'étais mortel. Donc là, on a trouvé une maladie qui avait en plus des Covid longues, donc il pouvait se projeter plus loin. Il n'est pas simplement mourir, être malade et tout ce qu'on a vu à la télé. Il y a eu la fin d'un système de reconnaissance, par exemple pour les infirmières, où on a dit voilà, pas vacciné, vous travaillez plus, alors qu'on manquait de personnel. On a fermé des lits. Enfin, bref, tout ça, vous le savez. En fait, ça a été à un moment donné la fin de cette sécurité qu'on avait Made in France, et aussi la fin d'autre chose inattendue, c'est la fin du tout disponible. Dans les magasins, vous voulez acheter une voiture, avant on avait de l'argent, maintenant il n'y a plus de voitures, les prix ont augmenté à cause des boîtiers électroniques. Ça a été la même chose pour tout ce qui est d'ailleurs moderne, électronique, tout ce qui est à partir de capteurs. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait manquer de moutarde ou d'huile. Voilà, donc là déjà, comment un jeune de 20 à 30 ans peut se projeter, puisque c'est quand même la première histoire de la vie, c'est grandir, se projeter, fonder une famille, etc. Ensuite, on a vite été rappelé par le fait qu'il y avait un réchauffement climatique qui était maintenant incontestable. Plus besoin d'être maintenant, c'est plus une croyance, c'est une réalité. Donc tous les jeunes sont en plus avec les réseaux bien plus au courant que les anciens. Moi j'ai 60 ans, donc je suis pas dans le même module. Et ensuite, on a découvert dernièrement, vous avez vu dans le nord de la France, les tornades qui ont arraché les toits, ce qu'on voyait à la télé aux États-Unis. Des inondations, on a toujours eu, mais ça sera toujours là et c'est de plus en plus puissant, on n'arrête pas l'eau. Et enfin, les feux cet été, des incendies géants, avec, si on parlait de la France, voilà le projet de racheter, d'augmenter les Canadair, donc c'est-à-dire qu'on est sous-équipé, on est vraiment dépassé. Tout ça, pour ces jeunes, c'est à toucher sur le niveau sociétal, parce que on commence avec le coronavirus, on continue avec tout ce qu'on a traversé, la perte de pouvoir d'achat, bien sûr, et enfin, alors là, catastrophe, la guerre en Ukraine. Donc, sociétal, déjà, on a perdu nos rendez-vous, nos rencontres, là où on rencontre des gens, justement, où on peut rencontrer un amoureux, là où on se projette, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, on se rend compte après le coronavirus que tout ce qui reste, en fait, c'est dans le budget pour se projeter, c'est des vacances, des voyages. Quand on veut faire un projet maison avant le premier enfant ou après le premier enfant, on n'a plus de crédit, parce que tout est devenu très compliqué. Les salaires qui diminuent, les banques qui augmentent le prêt pour ces constructions qui sont quasiment impossibles à avoir si on n'a pas des garants derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes se renferment dans l'individualisme bien compréhensible, dans le retour sur soi. Aujourd'hui je vais bien et puis demain on verra. Donc comment est-ce que cette génération, ces jeunes peuvent se sentir bien? Résultat, augmentation des antidépresseurs, pas plus que ça. Pourquoi? Cannabis. Le cannabis, ça rapporte pas beaucoup d'argent, ou du moins c'est des valeurs qui sont compliquées à expliquer, mais il y a des émissions là-dessus. Par contre, on crée et on autorise le CBD, et là, les ventes explosent en CBD. Elles explosent, ce qui veut dire que tout va bien. Non, justement, tout va mal. Les gens qui ont mon âge ne fument pas du CBD, ne fument pas tous ces produits, sauf dans les hautes sphères, bien sûr, où ils ont accès à d'autres drogues bien plus puissantes pour rêver et pour décoller. Mais là, c'est des matières comme le CBD autorisé, donc on peut en parler maintenant, qui sont accessibles à tout le monde dans tous les magasins.
bio, pharmacie, Oui, je sais bien. bureau de tabac. Mais Laurent, j'entends bien ce que vous dites, mais au fond, ces jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Qu'est-ce qu'ils en font, quoi? C'est-à-dire que moi, ce qui m'ennuie un peu dans ce qu'ils tiennent comme discours, c'est qu'au fond, ils voudraient que la vie soit faite que de choses faciles et que tout leur soit dû. Mais c'est à eux de faire quelque chose de leur avenir. Ça a été le cas. Alors ça dépend de quelle tranche d'âge, mais ça a été le cas. Je vous passe les 30 glorieuses, parce qu'ils n'ont pas connu. Mais enfin quand même, on était en paix, des incendies de temps en temps, des inondations de temps en temps. On pouvait avoir des crédits, il n'y avait pas une maladie qui planait comme ça, on devait plus s'embrasser, mais j'insiste, plus s'embrasser, plus toucher les mains, plus sortir. Oui, enfin il y avait des tas de choses qui n'allaient pas si bien que ça. Je crois qu'il faut arrêter de croire que les 30 glorieuses, tout était merveilleux, extraordinaire. Je crois qu'il y avait 3 fois plus d'accidents de morts en voiture. Il n'y avait pas le téléphone quand on arrivait en retard, on était anxieux. Enfin, je veux dire, la santé a fait des progrès considérables depuis 20 ans, 30 ans. La longévité continue quand même à peu près à être plus grande qu'il y a 40 ans. Donc, faut peut-être. Moi, j'ai l'impression quand même que tout ça, c'est un manque de culture historique, Jean-Benoît Dumontex, non? Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi. C'est vrai qu'il y a peu de retours sur l'avant. Enfin, peut-être en se disant c'était mieux avant, ce qui n'est pas forcément vrai. C'était différent avant, effectivement, mais il faudrait revenir peut-être sur le siècle passé et sur les difficultés qui étaient aussi les difficultés des gens. Alors, c'était pas la même société, c'était pas les mêmes difficultés, certes. Mais je voudrais rappeler que jusqu'en 1949, il y a eu des tickets de rationnement, par exemple. Bien sûr. Il y a eu les femmes n'ont connu la contraception que dans les années 70. Enfin, elles ne pouvaient pas avoir leur compte en banque avant 64, je crois. Les femmes n'avaient pas accès au travail pratiquement jusqu'aux années 75. Il y avait de quoi se sentir piégé. Franchement, Laurent, je trouve que c'est un manque. Oui, c'est des enfants gâtés dans ce que vous me racontez là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Laurent, mais c'est un peu. Alors, ce que je raconte, c'est ce que j'entends. Oui, je sais bien. Je sais bien. Dans mon travail, par des gens de 20. C'est pas vous que j'accuse. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais en fait, on peut pas se mettre à la place. Enfin, moi, j'ai 2 ados. Je peux vous dire que, enfin, un ado et un jeune adulte, 18 ans. Quand je parle le chinois. Ça sert à rien de parler ça les intéresse même pas. Avant c'était comme ci, c'était comme ça, là c'était mieux, là, mais regarde les progrès. Mais ils en ont rien. La table a été renversée. Et notre génération, je répète, 60 ans aujourd'hui, enfin voilà, dans mes 60 et quelques années, la table a été renversée. Quand vous parlez avec des ados, mais ils vous suivent même pas, ils vous écoutent pas. Oui, j'entends. Je suis d'accord. Il y a aussi un conflit des générations qui est terrible. Mais ça veut bien dire une chose, c'est qu'à partir du moment où on n'écoute plus les aînés, ça montre à quel point on est dans une société qui va pas bien. De toute façon, ce qu'ils font pour se sauver, c'est être de plus en plus individuel, de plus en plus recentré sur eux-mêmes. Bien sûr qu'ils manquent de confiance et qu'ils doutent, bien sûr. Mais ils s'évadent, voilà, c'est s'évader. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune, vous discutez un petit peu, et jusqu'à 30 ans, et ils veulent s'évader. Tout est bon pour s'évader, sortir de ce monde, ils n'en veulent pas. C'est flippant d'ailleurs. Enfin, je sais pas quel est je sais pas où vous êtes vous en France, mais à Paris, là, moi, je repars sur les addictions parce que c'est mon sujet aussi. C'est démentiel. Je veux dire, il y a des personnes qui passent leur semaine à travailler la journée et à sortir la nuit, à prendre des drogues en veux-tu en voilà. Je ne sais pas comment ils font pour tenir, mais c'est sans cesse. Et quand on demande pourquoi, c'est parce que, il n'y a pas de sens, alors on va cramer la vie, et puis on verra bien demain. C'est effarant. Et évidemment, avec ça, il y a de plus en plus de drogues, on connaît qu'il y a plus en plus de drogues de synthèse qui sont de plus en plus addictives. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, mais c'est aberrant. Alors évidemment, quand on est pris dans un cercle de drogue et qu'on est en descente permanente, c'est très difficile de voir l'avenir et d'avoir envie de continuer. C'est certain, parce que c'est une distorsion cognitive majeure. Donc il y a vraiment quelque chose qui va mal.
Ça, je suis bien d'accord. Donc c'est très curieux. C'est une peur de vivre quelque part. Enfin, Oui. Ou alors une sorte de prétexte peut-être pris par la manière dont les choses se déroulent en ce moment, qui dit bon bah tout foutu pour foutu, on y va, on se met la tête à l'envers et puis on verra bien. Bon, bah écoutez, merci Laurent en tout cas de ce témoignage, parce que vous êtes sur le terrain, donc il n'y a pas à douter du tout de ce que vous dites, évidemment, mais bon, on va continuer à évoquer tout ça avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. N'hésitez pas à venir donner votre avis, à témoigner si vous êtes parent et justement vous avez l'impression que vos ados n'ont plus de sens. Et puis comme on parle de la nature, quel est l'animal qui court le plus vite, Jean-Benoît Dumontex? C'est la petite devinette drôle du jour. Bon, je vais attendre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Benoît Dumontex, spécialiste des addictions, qui a eu envie d'aborder ce sujet, l'éco-anxiété. Et on voit bien depuis 14h que c'est un vrai sujet d'actualité, que c'est important d'en parler tous ensemble. Venez en tout cas donner votre avis, 0826 300 300, que vous soyez anxieux ou pas, que vous ayez des enfants anxieux ou pas. Marie est avec nous dans un instant. Je précise également que vous êtes auteur de plusieurs livres, notamment Sex Addict, quand le sexe devient une drogue dure. C'est aux éditions Hors Collection. La petite devinette avant de donner la parole à Marie. Alors, quel est l'animal qui court le plus vite? Aucune idée, allez-y. Eh ben, c'est le pou, parce qu'il est toujours en tête. Bien joué. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Marie. Merci beaucoup de m'accueillir. Je trouve votre début d'émission fantastique, très intéressant, des interventions toujours très très intéressantes. Donc moi je suis enseignante. Oui. J'enseigne l'allemand, donc évidemment je suis allée en Allemagne de nombreuses fois, et ça depuis 40 ans. Et donc moi en Allemagne, je peux vous dire qu'ils n'ont pas attendu la crise de l'énergie pour prendre le problème à bras le corps. Et en fait, j'ai l'impression que moi je contribue à l'environnement, même si je n'ai pas envie de donner ma voix à un parti écologique. Je trouve que la politique et l'écologie sont intimement liées, malheureusement. Et, vous voulez dire que ça devrait être tous les partis qui sont écologiques? Ben oui, oui. Ben oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Évidemment, j'entendais aussi avec beaucoup d'intérêt ce que disait Laurent. Et je trouvais que sur beaucoup de choses, il avait raison quand même, Brigitte. Et non, notamment... mais je ne discutais pas sa parole, je disais juste... Non, mais en fait, il a parlé du CBD et c'est dramatique chez les jeunes. Moi, je suis prof en terminale. Et je peux vous dire que peut-être pour ceux qui nous écoutent, réexpliquer ce que c'est que le CBD. Le CBD, en fait, c'est la même chose que le shit, en fait, le cannabis, avec les propriétés hallucinogènes en moins. Voilà, donc ça a tous les effets décontractants, etc. Mais on ne délire pas, on ne voit pas des trucs et on n'est pas en train de planer. Enfin, a priori, parce que vous allez peut-être nous dire autre chose. Marie. Non, je dis pas forcément autre chose, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je pense, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux 30 Glorieuses, etc., il y a une chose qui a réellement changé, c'est l'accessibilité aux médias. Et je pense que les médias, ils font énormément de mal, en fait. Ils ont fait énormément de mal pendant le Covid. Alors là, je vous en parle même pas, les désastres que ça fait chez nos élèves, d'entendre tous les jours des comptes des morts, etc. Des médias, c'est les grands médias ou c'est les réseaux sociaux? Non, c'est les grands médias. Les grands médias. Chaînes d'infos. Oui, les chaînes d'infos. Pour citer exactement. le coupable. Les chaînes d'infos. Mais vous savez, Marie, quand on étudie un peu le journalisme, la première chose qu'on apprend aux journalistes, c'est que pour garder les gens captifs, il faut leur faire peur. Donc forcément... C'est exactement ce qu'expliquait Jean-Benoît, en fait. Eh oui. Il disait que c'était un bon stratagème pour l'avoir à sa merci. Et on l'a tellement vécu. Enfin, moi, je l'ai très très mal vécu pendant le Covid, je vous le dis franchement. Parce que j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin. Et justement, je pouvais comparer un petit peu avec ce qui se passait en Allemagne, où on n'a pas du tout eu la même approche au départ. Et c'est tellement anxiogène, en fait. Il
y a tellement de thèmes aujourd'hui pour nos futurs adultes en puissance, là, c'est-à-dire ceux qui ont 18, 19, 20 ans, ils doivent gérer. Vous savez, leurs on notes. l'a vu avec les débuts de la guerre en Ukraine, c'était pareil. On l'avait vu avec les tours du 11 septembre, c'était pareil. Ben oui. En boucle, les images du 11 septembre qui passaient en boucle avec des parents qui regardaient ça avec leurs petits-enfants. Il y a des tas de gens qui ont été traumatisés parce qu'ils avaient 3-4 ans et qui voyaient des humains tomber des tours. Hein. Évidemment, c'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement anxiogène. Mais moi, je trouve c'est compliqué de trouver un équilibre dans la vie. Et eux, ils ont plein de problèmes. Ils peuvent plus avoir de relations normales avec leur père, parce qu'il faut pas se toucher, faut pas se machin, faut pas ceci, faut pas avoir de relations sexuelles parce qu'on peut avoir le sida, le machin, un truc. On peut plus rien faire et tout est anxiogène. Et ça, je trouve ça dramatique en fait. Je trouve ça dramatique. Moi, ça me fait vraiment peur. Et j'essaie de dire à mes élèves dès que je peux, parce qu'évidemment, c'est pas forcément au programme réellement, de leur dire mais prenez un peu de distance par rapport à ce que vous lisez, par rapport à ce que vous entendez, et puis peut-être justement ce dont parlait Laurent, écoutez davantage vos aînés, écoutez davantage vos parents, gardez le contact. Parce que fuir avec du CBD, fuir en buvant beaucoup d'alcool, parce que maintenant les jeunes boivent, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est trop anxiogène. Il y a toujours eu beaucoup d'alcool chez les jeunes aussi. Non, mais aujourd'hui, il y a une surenchère de celui qui va boire le plus. Il y a ce phénomène qui est chez certains jeunes. Mais bon, non, mais je crois, Marie, qu'il y a une chose qu'on a oubliée, c'est ce qu'est la vie. Et on est tellement dans du virtuel, et je suis d'accord avec vous, notamment les médias y contribuent largement, qu'on oublie que la vie, c'est tout simplement profiter de ce qu'on a et d'être relié aux autres. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et juste une petite chose, ça c'est Baptiste qui disait que la dose de culpabilisation fonctionnait bien. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que justement, là, on fait un grand travail et ça va prendre du temps parce qu'on sait très bien que pour faire évoluer des mentalités, il n'y a que le temps, en fait, qui marche et l'éducation. Et l'éducation. Éduquer ses enfants, éduquer nos élèves pour qu'ils apprennent à se comporter comme des vrais citoyens. Et moi, je comprends ce qu'il dit, puisque moi aussi, je suis flexitarienne, je mange très peu de viande, je trie mes déchets, je fais beaucoup de covoiturage, j'ai un vélo électrique, j'achète du bio, etc., etc. Mais il y a plein de choses que je ne fais pas. J'utilise de la lessive et je culpabilise pas à chaque fois que je mets une pastille de lessive dans mon lave-linge, parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je trouve ça extrêmement contraignant et je trouve que c'est compliqué de se mettre beaucoup de contraintes quand on en a déjà beaucoup dans la vie en fait. Et je trouve que il faut que chacun joue sa partition, c'est-à-dire les politiques, les entreprises, c'est elles qui polluent. C'est en grande partie c'est elles qui polluent. Donc nous on peut avoir notre petite action à notre échelle, mais qu'on ne nous mette pas toute la culpabilité sur le dos. En tout cas, moi je refuse. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison de garder votre autonomie, si je puis dire, votre éthique. Moi, j'ai pas, encore une fois, je pense quand même, et on est une émission où on parle beaucoup d'amour et de sexualité. Et je pense que ce qui manque beaucoup maintenant, c'est cette capacité à se faire du bien avec les gens, plutôt que de rester. Moi, je suis assez étonnée du nombre de disputes qu'il y a dans les familles par rapport à des questions d'ordre. C'était le cas lors de la Covid avec les vaccins, les non-vaccins, et aujourd'hui c'est le cas en effet avec l'écologie. Et je trouve ça un peu grave qu'on en arrive là, quoi.
Alors même que moi, ce que j'entends toute la journée, c'est que chaque personne qui vient me voir a besoin d'amour. Mais oui. A besoin des bras de l'autre, a besoin de pouvoir discuter, d'être en intimité avec l'autre. Et jusqu'à nouvel ordre, ça c'est gratuit et ça pollue pas. Et ça soigne beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un médicament très efficace. Et j'ai l'impression, vous voyez Marie, qu'on est en train de se monter les uns contre les autres. Je sais pas pourquoi. Hein, moi, j'ai pas la réponse. Je constate juste que et c'est à mon avis, c'est ça qui est très 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 ennuyeux. Mais aussi Brigitte, c'est épouvantable parce que maintenant, quand vous parlez à des jeunes de 18 ans, mais aussi entre 18 et 30 ans, mais les discours qui vous servent, mais sont tellement extrêmes. C'est inaudible en fait, c'est ce que vous disiez en début d'émission. C'est t'as raison, t'as tort. Il n'y a pas de, enfin voilà. Et donc, bah oui, on ne peut pas discuter. En fait, c'est inaudible. Et donc, les vieux, entre guillemets, je me mets dedans évidemment, les vieux restent sur leur position, même s'ils ont beaucoup évolué. Et les jeunes se radicalisent de plus en plus. On le voit avec toutes les interventions musclées de tous ces écolos là qui se mettent, je sais pas moi, dans les musées, au milieu de la route ou je ne sais quoi. On voit bien qu'en fait, ils veulent récupérer. Mais vous savez, Marie, dès qu'on est dans des extrêmes, c'est pareil avec les animalistes. Moi, j'adore les animaux, mais parfois, je me sens très éloignée d'eux. Dès qu'on est dans des extrêmes, c'est que quelque part, on n'est pas bien. Si on est bien, on va pas jusqu'à l'extrême. Et au nom de leur vérité, ils s'autorisent du totalitarisme. Donc ça montre bien que quelque part derrière, il y a un mal-être. Oui, mais on l'a vu pendant le Covid quand même. Hein. Excusez-moi, mais pour moi, le mal-être, il vient du fait que notre société est en fin de cycle. Je pense que le monde occidental est en train de s'éteindre et que on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et donc, il y a énormément de gens qui, au lieu justement de croire à nouveau à une sorte d'amour universel. Alors, je veux pas faire le nouveau gourou, hein, surtout pas. Mais je veux dire, au lieu d'être dans l'espoir et la foi en quand même l'humanité qui a quand même prouvé qu'elle était capable aussi du meilleur et du pire, certes, mais aussi du meilleur. Très résiliente aussi. Vous voyez, moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'il y a plus de enfin, bon, en même temps, il y a tout un mouvement de spiritualité intéressante. Il y a des choses qui bougent quand même aussi, qui sont intéressantes, qui sont peut-être plus silencieuses que tous ces fanatismes qui veulent sauver le monde, mais bon, voyons, on verra. En tout cas, Marie, tenez bon, hein, vous avez raison. Oui, je tiens bon. Non, mais moi j'aime bien parce que je crois qu'on fait tous un peu attention sur le plan écologique, mais on n'a pas envie non plus d'être sans arrêt critiqué parce que on a pris un bain au lieu de prendre une douche ou parce que. Oui, c'est sûr. Non, mais je reviens aussi au fait que vous êtes prof. Je sais que c'est très compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais ça devient de plus en plus compliqué pour diverses raisons. On reviendra pas là-dessus. Mais vous avez un rôle évidemment qui est hyper important parce que vous êtes au contact des jeunes tout le temps. Donc évidemment, vous prenez la température H24 de tout ce qui est en train de se passer. La difficulté, c'est comment repérer qu'il y a des dysfonctionnements et comment essayer de les amener à penser autrement. Ça, c'est la grande question. Et je pense que ça doit être très compliqué parce que vous devez être face à une impuissance souvent qui doit être assez décourageante quand même. On a quand même un rôle à jouer. Voilà. Il faut rester positif. Oui, non. Elle fait sa part, Marie. Elle aussi. Très bien. Voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Merci en tout cas de cet échange. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Allez, on continue avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Jean-Benoît Dumontexte. Alors merci d'avoir abordé ce sujet, l'éco-anxiété. C'est vraiment déprimant. Hein. Moi, je crois que je vais me mettre à boire aussi à partir de 16h. Hein. Vous ne buviez pas déjà ? Non, je ne bois pas. Je ne bois pas encore, mais je crois que ça va venir. Bonjour Victoria. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Benoît. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai plongé comme beaucoup de monde, je pense,
silence dans l'éco-anxiété pendant un petit bout de temps. Par rapport à tout ce qu'on entend, c'est vrai qu'on est... Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, on est surinformé par les médias, etc. Et de l'autre côté, on a le sentiment de ne pas en savoir assez, en ce qui le concerne. Ben oui, on n'est pas surinformé, en fait. On nous balance des bribes d'informations, on nous balance finalement le pire, vous voyez. Mais il n'y a pas d'information au sens connaissance derrière. Et c'est ce qui crée l'anxiété, en fait. Voilà, en même temps, quand on essaye de se renseigner avec des gens qui sont vraiment sur le terrain, je ne parle pas des médias, on apprend que de toute façon, oui, il y a un réchauffement climatique, mais comme il y a eu déjà des réchauffements climatiques il y a des milliers d'années, puisque le Groenland était une lande, et que peut-être c'est juste un problème de la Terre et pas de l'humain, par exemple. Hein, mais encore une fois, je ne dis pas que c'est ça ou que c'est pas ça. Moi, j'en sais rien, je ne prétends pas savoir. Mais quand on écoute les médias, c'est vrai que vous avez raison, on a des infos le plus alarmantes possible. Très tronquées. Et très tronquées, oui. Alors, continue Victoria, oui, pardon. Moi, ce que je pense, en fait, et c'est ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi quand même... tant bien que mal à shifter un peu mon mental en me disant d'être dans le discernement, en fait. Essayer de bien voir les choses qui dépendent de nous en tant que terriens, entre guillemets, et ce qui ne dépend pas de nous. Et quand on écoute un petit peu les chiffres, alors le chiffre que je vais vous donner là, il faut le vérifier, mais il me semble avoir entendu que le climat, par exemple, enfin notre impact climatique français n'avait un impact que de 2% sur le climat mondial. Donc même avec tous les efforts du monde, si j'ose dire, toutes nos forces, si on voulait, même en étant super écolo, en faisant hyper attention à tout, c'est vraiment une goutte d'eau dans tout ce que le monde doit faire pour renverser le processus de cette dégradation du climat. Donc c'est vrai que c'est très décourageant d'entendre ça. Mais par contre, je pense qu'il faut lâcher prise à un moment. Pour notre part, dans notre famille, on a complètement lâché avec les grands médias, les infos, etc. On est un peu à part, je dois dire, on regarde très peu les informations. On essaye de se protéger, de vivre et d'avoir cette philosophie en disant... Oui, mais visiblement, vous avez eu, vous, une sorte de prise de conscience, que vous étiez en train de d'être de plus en plus anxieuse à cause de ça, et que vous avez repris, si je puis dire, votre pouvoir en main. Oui, le contrôle. Parce que, au final, j'essaye aussi de me renseigner par ailleurs, et puis de me dire qu'effectivement, comme vous le disiez, Brigitte, tout à l'heure, on sait qu'il y a des cycles au niveau du climat, et que là on est peut-être aussi dans une période qu'on a déjà connue, etc. Il faut quand même essayer de protéger son mental. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais alors moi, vous voyez, j'essaye parfois d'avoir de l'humour, mais alors ça passe souvent très très mal. Et par exemple, l'autre jour où je discutais avec quelqu'un très 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 écolo, je lui disais, mais attends, c'est formidable le réchauffement climatique, du coup on aura moins besoin de se réchauffer cet hiver, et donc on n'aura pas de problème d'énergie. Ça ne l'a absolument pas fait rire, hein. Non, parce que là, l'idée quand même, c'est que si ça se dégrade, on risque des cataclysmes météorologiques, et c'est ça qui nous fait tous peur. Nous, je sais que l'endroit où on habite, aujourd'hui, il n'est pas trop touché par rapport à tout ça pour le moment. Mais c'est vrai que ça pourrait faire partie, je pense, d'un choix géographique. Les gens, moi j'ai déjà pensé à me dire, à essayer de me mettre dans une zone la plus protégée possible. Les issues de secours, un peu. J'ai cherché à un moment les issues de secours tellement j'étais anxieuse. Mais maintenant, je me suis un peu tranquillisée avec tout ça. J'essaye de philosopher en me disant, fais déjà ce que tu peux à ton échelle. Et puis de toute façon, il faut. Mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites. Victoria, évidemment, on peut risquer un tsunami, un tremblement de terre. Il y a des zones, par exemple, dans le sud de la France, je crois qu'il y a des zones qui peuvent subir de graves tremblements de terre. Mais je veux dire, si on commence à réfléchir à tout ça, mais on vit plus. Vous voyez, mais quand on est dans l'anxiété, Brigitte, on contrôle pas. Mais oui, je sais bien. Je sais bien, mais excusez-moi, mais l'anxiété, c'est quelque chose dont on est quand même un petit peu capable de nuancer par rapport, et c'est pour ça d'ailleurs que certains vont voir Jean-Benoît Dumontex. Vous voyez, c'est d'abord de prendre conscience qu'on est dans l'anxiété et qu'on en rajoute et à un moment donné, comme vous l'avez fait très justement d'ailleurs, vous Victoria, vous avez su. Alors je sais qu'il y a
je sais qu'il y a des gens mon qui, mental. je sais qu'il y a des gens qui en sont pas capables, mais votre témoignage, il prouve bien qu'on peut quand même aussi agir soi-même sur son anxiété. D'un point de vue clinique, juste, je dis que l'anxiété, l'état en tout cas que l'anxiété provoque, peut être un peu jouissif aussi. Hein, on peut. Ah bah voilà bien. Mais oui, mais c'est bien le problème. C'est bien parce que quand on commence à rentrer là-dedans, en fait, on se sent exister. Oui, et puis il y a quelque chose qui s'excite à l'intérieur de nous, et puis il y a toujours un truc qui va mal. On est bien d'accord. Donc on peut toujours trouver, on va dire, de l'essence pour notre moteur là. Et il y a quelque chose qui jouit un peu à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est ça qui est difficile à enrayer. C'est la pulsion mortifère. La fameuse pulsion de mort, absolument. Et donc shifter le mental, comme vous dites Victoria, c'est très bien. C'est choisir autre chose en fait, se dire ok, là je vais pas du tout du bon endroit, je jouis pas du tout de la bonne manière en fait, et donc il faut que je retrouve la bonne jouissance qui est celle de la pulsion de vie. Donc si je comprends bien, ceux qui sont anxieux ils baisent mal quoi. Ah ben je ne sais pas si c'est aussi clair que ça. Non mais je veux dire, c'est intéressant ce que vous venez de dire, Jean-Benoît Dumontex, parce que finalement moi je crois qu'au contraire, c'est parce qu'on a des amis et qu'on prend de la joie et de l'éros qu'on arrive à ne pas tomber dans l'anxiété, et vous semblez le confirmer. Oui, c'est ce que je dis, oui, et bravo Victoria, vous avez su changer se protéger. Voilà. Ce que je pense en fait, c'est vraiment moi ce qui a vraiment, si ça peut aider des auditeurs, ce qui a vraiment changé et la raison pour laquelle j'ai réussi à shifter, c'est que je me suis vraiment éloignée des sources d'informations qui me polluaient. C'est vraiment une grosse pollution. On se rend pas compte à quel point on est pollué par ça. Alors c'est vrai que des fois je tombe un peu dénue quand j'apprends certaines choses parce que les gens me disent ben ça t'es pas au courant, on entend ça. Et effectivement non, je suis pas au courant parce que c'est vrai que je me suis vraiment éloignée des sources d'informations et je me suis créé mon petit monde en fait autour de moi avec mes amis, ma famille, mon entourage, etc. On essaye, voilà. Des fois, je peux replonger, hein, c'est pas infaillible mon système, hein, mais en tout cas, heureusement parce que comme je suis d'une nature anxieuse, c'est un peu pour me sauver que je fais ça. Écoutez, visiblement, vous avez réussi, bravo. On va faire une petite pause et alors en Love Conseil, j'ai trouvé les 4 saisons de l'amour. On est comme ça, on est dans le sujet. Et allez, à tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Jean-Benoît Dumontex, on parle évidemment de la nature aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on va avoir un jeune qui, a priori, vit bien la situation et ça fera du bien de l'entendre. Bref, en tout cas, voilà le Love Conseil que je vous propose, les 4 saisons de l'amour. Et c'est vrai qu'il suffit de bien observer les saisons. On a la chance de vivre dans un pays où il y a des saisons. Enfin, je dis la chance, peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient qu'il fasse beau tout le temps ou froid tout le temps, je ne sais pas. En tout cas, ça montre que il y a des stades différents suivant les saisons, et ça montre donc qu'à chaque âge de la vie, il y a une adaptation, puisque chaque période de notre existence peut aussi s'appréhender différemment. Donc en fait, le printemps, ce serait un peu la puberté, jusqu'à 25-28 ans, donc où il faudrait pouvoir oser, aimer, vivre toutes ces aventures, toutes nos pulsions sans crainte, puisque c'est la sève qui s'emporte qui s'empare de notre corps. C'est une sorte de poussée hormonale extraordinaire, donc ça ce serait le printemps. Puis ensuite, de 30 à 45 ans, ce serait l'été, où là on peut vraiment s'épanouir, se consolider dans nos acquis. Et puis ensuite, il vient l'automne. Alors à l'automne, il y a toujours de très beaux restes. Quand on regarde la nature à l'automne, l'herbe repousse quand même de temps en temps dès qu'il y a un rayon de soleil, surtout parce qu'il pleut à nouveau beaucoup. À la limite, l'automne est moins sec que l'été, et donc c'est en ça qu'il faut bien se dire que il y a de beaux restes dans cette période de la vie, mais c'est aussi ce qui prépare l'hiver, l'automne. Et donc, pour revenir sur le couple, puisque je parlais de l'amour, c'est pas mal de maintenir son couple plutôt que de croire, sous prétexte que peut-être c'est moins la passion du début, que c'est peut-être pas mal de protéger son couple pour justement passer un bel hiver, parce que l'hiver, c'est toujours une période un peu de repli sur soi, de retrait, de
où on attend tranquillement, puisque bon, c'est une phase où on a moins la possibilité de s'épanouir dehors et de, par exemple, de faire du sport ou je ne sais quoi. Bref, et je crois que dans un couple, c'est important de comprendre aussi ces 4 phases, parce que il faut les vivre pleinement. Comme ça, on sait se préparer au couple qui a déjà un long cours, hein, comme on dit, plutôt que de toujours vouloir le meilleur. Et c'est vrai, je vois beaucoup de couples qui n'ont pas osé assez vivre le printemps, et puis qui sont un petit peu dans un hiver un peu genre campagne de Russie, quoi, alors qu'il y a encore de belles choses à vivre. C'est Voilà. une belle vision de l'évolution du couple. Effectivement. Et je trouve ça vraiment intéressant de toujours comprendre qu'il y a des phases dans la vie, dans toute chose d'ailleurs. Hein. Dans un travail, c'est pareil aussi. Quand on démarre un travail, on est tout feu, tout flamme, et puis après une grosse phase de déception, et puis après ça se nuance et ça s'équilibre. Exactement. Eh bien, Karine est avec nous maintenant. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Karine. J'ai bien aimé votre love conseil, mais j'allais faire mon Michel Odoul, Brigitte. Je vais rajouter, en médecine chinoise, on a aussi l'intersaison, et ça pourrait être par exemple l'été indien. Oui, absolument. Hein, voilà. Le but, c'est de ne pas terminer comme dans le film Le Chat, vous vous souvenez, avec Signoret. Ah oui, ça, oui, là, c'était la vraie campagne de Russie. Hein. Ouais. Bon, super sujet aujourd'hui. N'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce que vous en diriez, vous, personnellement ? Moi, je dirais que les gens, ils ont totalement perdu la conscience du vivant. Moi, c'est vraiment ce qui m'est venu. Ouais. Ils ont plongé dans le monde du numérique, de la consommation, et puis maintenant ils crient à eux et à Dia. En fait, c'est un peu schizophrénique, parce que d'un côté, c'est vanne ouverte sur un monde matérialiste avec le numérique, etc. Et puis de l'autre, attention, le climat avec les voyants au rouge, et puis les discours alarmistes. Mais il fallait s'interroger avant, j'ai envie de dire, moi, c'est ça, quoi. Enfin bon. Ils sont coupés de leur essence, les gens dans leur ensemble, hein, du lien avec la nature et entre eux, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense. Et ça me semble évident, en effet, pour revenir à ça aussi, de ne pas enfanter sans attendre l'étape climatique actuelle. Hein. Je pense que d'abord parce que je trouve aussi, je suis d'accord qu'il y a déjà beaucoup de monde. C'est un petit peu rude, hein, ce que je dis peut-être, mais bon. Et puis, alors, il faudrait davantage s'interroger. Sur la question de l'envie ou l'idée d'avoir ou pas des enfants, je crois que c'est une chance qu'on a aujourd'hui, en tout cas en France. Chaque femme, chaque homme peut prendre la décision qu'il a envie de prendre, et après, quelles sont les raisons qui font qu'on en veut ou qu'on n'en veut pas, ça regarde chacun. Moi, là-dessus, je suis d'une grande tolérance, mais je crois que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, en tant que femme, on sait qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être une femme. C'est ça qui est nouveau. Oui, alors ça, vous le dites, mais socialement, c'est encore pas tout à fait accepté. Hein. Quand on n'a pas d'enfants, on n'est pas vraiment total, hein, pour une femme. Donc ça reste, hein, ça. Hein. Oui, mais aujourd'hui, au moins, on est écolo, donc on a droit à un bon point, Karine. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que s'interroger sur les motivations à la maternité, c'est encore une autre chose. Voilà, c'est ce à quoi j'ai envie d'inviter certaines femmes, voilà, parce que parfois ça peut aussi correspondre à l'idée de se reproduire simplement. Est-ce que c'est égotique? J'en sais rien. Enfin bon, il y a des trucs. Chacun fait ce qu'il peut, vous savez, Karine. Oui, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ce fameux dérèglement, oui, c'est pas nouveau. Hein. Moi, ça fait longtemps, depuis toute petite, que j'ai cette conscience. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. D'un monde qui s'est coupé du vivant. C'est vrai que tout est lié à une éducation, un bon sens personnel au départ. À des rencontres qu'on a eues enfants aussi. Hein. Moi, mon frère était très écolo bien avant l'heure. Il m'a emmené pêcher des têtards qui sont devenus grenouilles. Enfin, j'ai vu ça quand j'étais toute petite. Donc, on a ce sens du vivant, et on a ce sens
quand on est enfant ou pas. Et c'est là où, en effet, encore une fois, la culture actuelle va certainement aider les jeunes enfants à prendre conscience plus de la nature que les 2-3 générations qui viennent de se passer. Vous pensez pas, Karine ? Oui, tout à fait. Ah bah oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites, Brigitte, toujours. Bah non. non, je vous taquine. Je fais ma gouroute. Tout à l'heure, je dis, je suis pas une gourou. Moi, je vais faire ma mini gouroute de ma fenêtre. Bravo pour votre humour. Mais c'est vrai que, oui, c'est. En fait, toute petite, je me souviens très très bien. Je réalisais des choses. Ça me faisait pleurer quelquefois. C'est tout bête. Des fois, je voyais des chantiers sur la route qui mettaient du revêtement, du bitume, des choses comme ça. Et puis je me disais, mais quelle horreur, mais on met une écorce sur la planète, sur la Terre. Enfin, ça me rendait triste. Ça vous venait d'où, cette sensibilité-là? C'est quelque chose d'inné je sais pas, je dois avoir un côté sensible, c'est ça, oui, inné. Oui, je sais que je suis dans ma famille, j'ai toujours été mal perçue, pas reconnue. On m'a toujours dit, t'es pas comme nous. Je suis un peu l'aigle qui est tombé dans le poulailler, comme disait Anthony de Mello. J'ai cette sensation d'être très 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 proche. Pour vous dire, je parle aux arbres, je magnétise un peu les animaux. Enfin, avec la nature, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de dire aux gens, gardez confiance en un monde bon, quoi, un humain bon, aller là où c'est bon pour soi, se côtoyer entre personnes qui nous correspondent, mais ne pas faire de prosélytisme non plus, c'est vrai, ne pas rentrer dans un débat, parce que j'ai l'impression que ça nous divise avec tout ça. C'est certain. Voilà, c'est penser qu'il existe encore en bien des endroits des campagnes, des écolieux, puisque le mot éco, on le met partout, voilà, où les gens génèrent des dynamiques pour vivre en harmonie, sans avoir peur. C'est ça aussi, c'est ce lien qui va faire que si on sort d'un isolement ou de regarder, on en parlait, ces grandes chaînes qui génèrent cette peur, tout est fait un peu pour ça, parce que avoir peur, ça changera rien malheureusement. Mais se débarrasser de cette anxiété, c'est compliqué. Quand on commence à y penser, c'est une boucle, je trouve, effrayante. On peut vite être pris dedans. Et l'humain, il n'est pas fait pour imaginer sa perte. Je pense qu'on déteste tous cette pensée. C'est une idée qui est purement insupportable. Moi, ce monde, il ne m'intéresse pas tel qu'il est proposé. En tout cas, maintenant, depuis toute petite, j'ai ce sentiment que tout est biaisé d'avance. Voilà, c'était tout ça que je voulais dire, ces incohérences que je sentais déjà mortifères, en fait. Je pense qu'on est dans une bascule, tout simplement, une transition, et que c'est ça qui crée l'anxiété avec l'incertitude et les peurs générées par tous ces discours. C'est d'une violence. Mais est-ce que, et là je pose une question, je ne sais pas, ça me vient comme ça. Est-ce qu'au fond, c'est justement notre société qui va peut-être quand même mieux depuis la nuit des temps, puisque quand même on a une médecine, quoi qu'on en dise, extraordinaire. On n'a plus d'épidémies catastrophiques. Il faut se rappeler le nombre de millions de morts avec la grippe espagnole, etc. Est-ce qu'au fond, c'est pas des questions de riches qu'on se pose là, finalement, parce que la survie, il faut pas oublier, pendant des millénaires, l'humain, il devait survivre. Aujourd'hui, excusez-moi, mais on n'est quand même pas en train de survivre. Non, on n'est pas en train de survivre. Je pense qu'effectivement, c'est un germe qui est en nous depuis la nuit des temps. Mais je dis souvent autour de moi, mais un grain de sable ne survivra. Et vous verrez peut-être que dans 30 ans, on ne parlera même plus de tout ça. Le monde, il sera passé à autre chose, quoi. Peut-être même avant. Peut-être, c'est possible. Oui, tout à fait. On conditionne tellement les gens en actionnant tous ces leviers. On s'accapare ces problèmes-là. Oui, peut-être que c'est des problèmes de riches. Je ne sais pas.
Non, mais je veux dire, quand on a faim, quand on est en guerre, quand on est, on survit au jour le jour et on se pose pas toutes ces questions Oui. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Oui, ces questions qu'on se pose là actuellement, c'est peut-être parce que ça va plutôt pas si mal, quoi. Ouais, oui, c'est très philosophique, hein, c'est intéressant. Hein, oui, bien sûr, c'est très philosophique. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité. Hein, Mais n'empêche qu'il y a quand même cette détresse sociale. Bon. Oui, mais vous savez, en 54, l'abbé Pierre, la détresse sociale, elle était largement plus grande. Hein. Oui. Mais alors peut-être que ça s'adapte à chaque époque. Il y a une nouvelle forme de détresse sociale. J'ai envie. Enfin, je sais pas. Il y a une autre façon de communiquer aussi. Il y a quelque chose de très politique derrière tout ça. Il y a avec le numérique où de nombreuses personnes, je suis pas trop à l'aise avec ça, mais ont plongé complètement. Oui, ils sont dans une addiction avec le virtuel, ça c'est sûr. Jean-Benoît Dumontex, vous pourriez le. Ah bah oui. Voilà, je pense que c'est arrivé en pleine face, dans les yeux, dans les oreilles, dans les cerveaux, doit générer d'autres formes de peur qui n'existaient pas en 54, si on à d'autres époques. Et je pense que c'est tout ça. C'est sûr que si on se promène dans la nature en envoyant des SMS, c'est pas la même chose que de se promener dans la nature en regardant les arbres comme vous. Évidemment. Bah merci, c'est plutôt un message positif. Merci, Karine. C'est encourageant. C'est encourageant. Oui, c'est pas toujours facile de tirer son épingle, non, mais d'avoir une idée posée sur le sujet, parce que ça nous fait on y pense quand même. Moi, quand je me couche, quelquefois, j'y pense forcément. On est tous faits de la même. J'imagine. J'ai pas envie de dire ça n'existe pas, mais attention, c'est peut-être pas créé. C'est peut-être créé. Il y a quelque chose qui. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de continuer à créer la peur aussi. Ça, c'est certain. La qualité, la quantité de l'eau ici, ça. Voilà, les gens sont il y a une urgence. On crée une urgence au fond comme un germe au fond de chaque personne. Ça, après, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais ça, c'est sûr que vous avez raison. On crée cette urgence. Le mot, d'ailleurs, est tout à fait utilisé très, très souvent. Merci beaucoup de cet échange, Karine. Merci à vous. Merci à vous deux. Et puis, on va faire une petite pause et on se retrouve juste dans un instant. On va peut-être terminer par un message assez positif, Jean-Benoît Dumontex. On va voir. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Benoît Dumontex est avec nous. Vous êtes responsable du sujet du jour. Je décline toute responsabilité pour tous ceux qui ça a peut-être rendu plus anxieux ces 2 heures. J'espère pas. Quand même. Non, je plaisante. Vous savez que je vous aime beaucoup et que je trouve que c'était en effet un sujet d'actualité. Mais on va terminer, je pense, par un message assez positif. Antoine, vous avez 22 ans. C'est important de le signaler. Donc, vous faites partie des jeunes très anxieux, mais pas vraiment, je crois. Bonjour Antoine. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Antoine. Merci d'avoir précisé que j'avais 22 ans parce que j'ai écouté votre émission et donc j'ai compris que c'était sur l'éco-anxiété. Donc je voulais vous appeler un peu pour vous en parler, pour vous dire que moi je fais partie de cette tranche d'âge que vous avez appelé tout à l'heure des 20-30 ans. Oui. Et en fait, je protège ma planète en triant mes déchets, en ne salissant pas, en ne gâchant pas de nourriture, etc. Mais ça, c'est un mode de vie que m'ont inculqué mes parents. Et pour autant, je ne suis pas éco-anxieux. C'est-à-dire que je n'éprouve pas, une peur viscérale, de ce qui pourrait être la fin du monde ou en tout cas une crise écologique majeure qui nous nuirait tous. Je reconnais le dérèglement climatique et le réchauffement qui va avec, mais je dénonce aussi toutes ces personnes qui, sous prétexte d'être éco-anxieux, en fait, vandalisent des œuvres d'art ou des voitures lors, d'exposition, interrompent des événements tels Roland Garros ou des pièces de théâtre. Toutes ces personnes, en fait, font de l'acting, je crois que c'est comme cela que ça s'appelle,
Ils font de la politique et ils ont pour seul but de faire parler d'eux-mêmes et de faire grandir leur association et toute leur propagande. Donc, moi, en tant que jeune, je fais attention à ma planète, mais avant tout parce que je veux vivre et continuer à vivre dans un monde sain et continuer à m'émerveiller constamment face aux beautés de la nature. Et je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire on ne peut pas, aujourd'hui on parlait des plus jeunes, demander aux jeunes de protéger la planète et de s'épanouir, d'être moins anxieux, d'être moins stressé, parce que, on va le rappeler, on est un des pays les plus stressés du monde. On peut pas demander à toutes ces générations dont je fais partie de trouver le bonheur si à côté on leur rabâche sans cesse 24 heures sur 24 à la radio, à la télévision ou sur Internet que le monde va mal et que c'est la faute de l'homme. Enfin, de l'homme en général, quoi. Bien sûr. Mais Antoine, vous avez des amis, etc. À votre avis, quel serait le pourcentage de gens comme vous et d'ados éco-anxieux? Alors, des gens qui sont, contrairement à moi, qui sont éco-anxieux, c'est ça? Oui. Alors là, je ne pourrais pas vous dire un pourcentage, mais par rapport à mon entourage, à mes amis ou aux gens de ma famille, je ne connais personne qui soit éco-anxieux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il y a des personnes sensibles, il y a des personnes hypersensibles, il y a des personnes très sensibles, et puis après, c'est en fonction d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leurs émotions, ce qu'elles ressentent. Je pense que les éco-anxieux, pour ceux qui le sont véritablement, je pense que c'est beaucoup de sensibilité qui les mène à cet état. Alors, on peut, quand on est sensible, on n'y peut rien et ce n'est pas une faute, c'est très bien comme ça. Mais des fois, on s'attache à des causes qui en fait sont nuisibles pour toute la société. Pas l'écologie en elle-même, mais je veux dire toutes les activités qui tournent tout autour. Vous avez une pensée sacrément articulée. Enfin voilà, ça fait plaisir de vous entendre. Merci. Oui, mais ça montre que, et moi c'est ce que je dis toujours, ce qui manque le plus souvent c'est le bon sens, et vous semblez en avoir, et à partir du moment où on a du bon sens, on va gérer très très bien son existence, parce que finalement, bien sûr qu'il y a des problèmes, et il y en aura peut-être des encore plus graves, ou peut-être pas, mais pour l'instant, bon, ça va quoi. Mais oui, Antoine, par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà une petite amie, mais puis c'est pas la question, mais vous envisagez de fonder une famille, par exemple? Tout à fait, et j'espère la plus nombreuse possible, parce que moi-même, je viens d'une famille nombreuse, recomposée aussi, donc oui. Je prévois ça dans le futur, si tout se passe comme on le voudra, ma femme et moi. Oui, mais de toute façon, il faut déjà rencontrer la personne avec qui vous avez envie de fonder une famille, j'imagine. C'est pas. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, c'est c'est une vision à deux qu'il faudra construire après. Mais le fait de. Mais voyez ce qui est. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Allez-y. Vous parliez juste avant du fait de faire des enfants, mais bon, c'est un peu un peu ironique comme discussion, parce que si l'humanité arrête de faire des enfants, elle disparaît tout simplement. Donc avoir des enfants, c'est un peu le but de l'être humain. Alors je ne dis pas que de pas en faire serait mauvais. Franchement, les gens font ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Ce que je dis, c'est que l'humain, il fait des enfants, c'est sa raison d'être, sa raison biologique première. Bon, c'est la nature qui l'a voulu ainsi. L'homme, il a, causé sans doute pas mal de dégâts dans l'écosystème. Moi, j'ai 22 ans, donc pour tout ce qui remonte au XXe siècle, je ne l'ai pas vécu. Mais en tout cas, il peut être aussi, la solution au problème qu'il a lui-même généré. Et puis après, voilà, il faut pas, être tout le temps crispé, tout le temps, sur les dents, attaquer la moindre parole d'une personne qui pourrait simplement discuter du règlement climatique, du dérèglement climatique, pardon, ou de l'état, de la biodiversité en général.
Oui, mais vous faites vraiment preuve de bon sens, et je pense que c'est ce qui manque le plus actuellement dans les conversations qu'ont les gens entre eux, parce que chacun il va de ses croyances. Je veux dire, une croyance, ça reste une croyance, et après il y a la réalité qui est parfois très subjective, et quand on a deux réalités subjectives, ça fait pas forcément une communication possible. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, en parlant de croyances, vous parliez aussi, en parlant d'anxiété des jeunes, des moyens qu'ils avaient trouvés pour lutter contre ça, par exemple le CBD ou le cannabis ou tout ça. J'en ai jamais consommé, pas un seul de mes amis proches n'en a consommé non plus. Je connais bien sûr des personnes de mon âge qui en ont consommé, mais ces personnes-là, en tout cas, que ce soit même la cigarette ou le cannabis, ne l'ont pas débuté pour lutter contre de l'anxiété. Ils l'ont fait soit par plaisir ou par mode. Après, peut-être qu'ils le continuent aujourd'hui à cause de ça, mais en tout cas, ils ne l'ont pas débuté pour ça. Il y a un nombre incalculable d'autres moyens de lutter contre un mal-être qui pourrait s'installer, le sport, et puis après pour ceux qui croient le sexe, pour ceux qui croient la religion. Mais bien sûr. Les activités culturelles, que ce soit la peinture, l'écriture. Mais voyez, vous parlez d'activités culturelles. Moi, une chose aussi que je trouve dommage, c'est que la culture perd beaucoup de son pouvoir. Et ça aussi, c'est inquiétant dans une société, parce que la culture, c'est aussi un dérivatif positif, comme le sport, vous l'avez dit, comme la religion d'ailleurs, à partir du moment où elle n'est pas fanatique. De toute façon, tout ce qui est fanatique n'est pas bon. Après, donner du sens à sa vie, ça peut être la religion, en effet, ça peut être la culture, ça peut être le sport, qu'importe. Mais en effet, il y a des tas de choses positives. Et je vous remercie beaucoup, Antoine, d'avoir pris la parole. Moi, ça me fait bien plaisir de terminer avec vous, vous avez 22 ans, vous faites preuve de beaucoup de bon sens et vous allez bien. Ah, quand même, il y en a un dans ce pays qui va bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Jean-Benoît Dumontex. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans les addictions. Si vous allez mal, contactez Jean-Benoît Dumontex et puis vous irez peut-être un petit peu mieux. Merci à tous. On se retrouve demain avec Stéphane Clerget. Autre sujet délicat, on va parler du consentement. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos ados? Comment il faut leur expliquer le consentement? C'est demain.